Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. Une fois encore, une partie de la classe politique et intellectuelle française, donneuse de leçons, se dit préoccupée quant à l'arrestation de Boualem Sansal, actionnant la machine du lobby haineux anti-Algérie et algérien, tentant de remettre en question la souveraineté de l'Algérie, faisant fi du vrai dossier du grand malaise sociopolitique qui secoue leur pays depuis des années. En parallèle, l'Algérie va de l'avant, le pays qui a entrepris des réformes profondes pour bâtir un nouveau modèle économique pour la diversification de l'économie nationale et de la promotion des exportations hors hydrocarbures, traduisant un impact significatif sur les principaux indicateurs économiques. Et au volet international, les forces d'occupation marocaines continuent leur opération d'intimidation contre ceux qui plaident pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Un peuple qui fait face à des agressions et des menaces constantes pour empêcher la dénonciation des violations des droits fondamentaux. Et puis sinon, toutes les valeurs humaines sans foi ni loi. Au Maroc, le régime du Merzen, habitué aux trahisons, n'hésite pas à investir de l'argent sale pour arriver à ses fins, avec un jeu malsain, notamment pour charmer davantage l'entité sioniste au détriment même de son peuple. Et puis chez nous, au volet santé de ce 19h, il sera question du 13e congrès annuel de la Société algérienne du glaucome, qui a réuni un nombre important d'experts nationaux et internationaux pour échanger sur les glaucomes ou le glaucome infantile et les avancées thérapeutiques pour lutter contre cette maladie silencieuse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, l'agitation comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française donneuse de leçons sur l'affaire de l'arrestation de Boualem Sansal est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie. Un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne, faisant fi du grand dossier socio-économique, ou plutôt du grand dossier du malaise sociopolitique qui secoue leur pays, un pays où la démocratie est à géométrie variable. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le botin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen, Xavier Deriancourt, Valérie Pécresse, Jacques Lang, Nicolas Dupont-Aignan et évidemment Tahar Boudjedloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baise-main à Mohamed VI. Tous mentent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il faut dire que ce lobby haineux a eu une mauvaise semaine. D'abord, un de leurs protégés, Kamel Daoud, a été pris la main dans le sac, exploitant les douleurs d'une victime du terrorisme en Algérie. Ensuite, leur ami génocidaire Netanyahou s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Et enfin, l'autre écrivain de Gallimard, Sansal, se voit arrêté en plein délire révisionniste. Au passage, le même Sansal a été accusé par l'écrivain Wassini Larlodj de lui avoir volé son titre et la trame du roman 2084, La fin du monde. Comme quoi, dans la confrérie du plagiat et du détournement littéraire, la France de l'édition a bien choisi ses poulains algériens. Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate, lancera le naturalisé par décret Éric Zemmour en faveur de son ami Boualem Sansal. Le président Macron, qui revient d'un voyage bronzé du Brésil où il avait traité les Haïtiens de tous les noms, se dit très préoccupé. La France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il se pointe à l'aéroport Charles de Gaulle, puisque Paris parle de droit et de droits de l'homme. Se conformer au droit international dans le cas de Netanyahou serait déjà un bon début. La France de Macron n'est pas à une contradiction près. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinat d'État dans le cas de Ali Boumdjel, Maurice Audin ou l'Arbi Ben Mhidi, pousse la contribution jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France qui légifère à tour de bras sur les lois mémorielles, surtout quand il s'agit de révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas plutôt condamner Sansal pour sa tentative de nier l'existence même de la nation algérienne? Ce serait un bon sujet d'étude et de négociation pour Benjamin Stora. En définitive, à chaque poussée de fièvre anti-algérienne,
Paris charge Alger de tous les maux alors que l'Algérie agit toujours selon le principe de cohérence. Accuser l'Algérie d'empêcher la liberté d'expression alors que les Français détiennent toujours Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram, plateforme mondiale de l'expression, et la confirmation de cette sinistre comédie dont seul Sansal est le pantin utile. Et pendant ce temps-là, l'Algérie, dans le cadre de la diversification de l'économie nationale et de la promotion des exportations hors hydrocarbures, a entrepris des réformes profondes pour bâtir un nouveau modèle économique. Ces réformes se sont traduites de manière concrète avec un impact significatif sur les principaux indicateurs économiques. Plus de précisions avec Yasmine Messaoudi. Au cours de ces 5 dernières années, l'économie nationale a enregistré un saut qualitatif grâce à une série de réformes économiques profondes. Des réformes axées sur la construction d'un tissu économique solide, basé sur le renforcement de la production locale et l'encouragement des opérateurs économiques à s'ouvrir sur les marchés internationaux. Des réformes fructueuses qui ont permis de rehausser le niveau du commerce extérieur, notamment par l'augmentation significative des exportations hors hydrocarbures. D'ailleurs, les exportations hors hydrocarbures devront dépasser les 7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en cours. Avec ces réformes ambitieuses, l'Algérie a désormais des objectifs plus audacieux, atteindre 29 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures d'ici 2030. Ces dernières années, l'Algérie a adopté une nouvelle vision et une stratégie globale pour diversifier son économie en réduisant sa dépendance au pétrole et au gaz. Cette démarche s'appuie sur le développement de secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables. L'objectif principal est de bâtir une économie diversifiée et de renforcer les exportations. En 2024, grâce à cette approche ambitieuse et cohérente, les exportations hors hydrocarbures devrait dépasser les 7 milliards de dollars, illustrant ainsi des résultats concrets de cette transformation économique. La nouvelle dynamique du commerce extérieur repose sur plusieurs mesures incitatives mises en place pour soutenir les exportateurs. Parmi ces mesures figurent des réductions fiscales et la création d'un fonds de soutien aux exportations visant à accroître la disponibilité des produits algériens sur les marchés internationaux. L'ouverture de nouvelles lignes aériennes et maritimes a également permis de renforcer les relations stratégiques de l'Algérie avec de nombreux pays. Le réseau bancaire algérien s'est développé à l'étranger, notamment en Afrique, pour accompagner les entreprises nationales à l'étranger. De plus, des foires et des expositions ont également été organisées pour promouvoir les produits Made in Bledi et favoriser leur exportation. Pour simplifier les opérations d'exportation, des couloirs verts ont été mis en place dans les aéroports, notamment à l'aéroport d'Alger, afin d'alléger les obstacles bureaucratiques qui ralentissent l'activité des exportateurs. L'État a renforcé les exportations en ouvrant des banques à travers des pays africains comme le Sénégal et la Mauritanie. Des zones franches ont également été créées pour stimuler davantage les échanges. Aujourd'hui, l'Algérie a franchi une étape décisive. Les exportations hors hydrocarbures ne sont plus qu'un simple objectif, mais une réalité concrète. Ce qui n'était autrefois qu'un projet est désormais devenu une réalité. Des efforts considérables qui ont permis de booster l'économie nationale avec des indicateurs positifs. Le taux de croissance a atteint 4%, tandis que l'inflation a enregistré une nette baisse pour se stabiliser à 5%. Le PIB a dépassé les 266 milliards de dollars. La volonté ferme des hautes autorités du pays d'accompagner les entreprises économiques s'est également traduite par le lancement d'un prix récompensant le meilleur exportateur, ainsi que la création récente d'un ministère dédié à la promotion du commerce extérieur. Et puis, les centres de développement de l'entrepreneuriat établis dans chaque université ont pour mission de promouvoir l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire. Ils constituent la première étape pour accéder au financement des projets via l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. L'exemple ce soir depuis l'université Djilali Liabès dans la wilaya de Sidi Bel Abbas. Plutôt Sofiane Marnine, Manim Damis.
Porteurs de projets innovants, ces diplômés universitaires devraient bénéficier d'une formation d'une durée de 3 semaines, de quoi développer leurs idées, évaluer la faisabilité de ces projets, ainsi que les modalités de financement. Nous avons appris de nombreuses choses, comme l'élaboration d'un plan de travail ou l'analyse d'un marché, car pour intégrer ce domaine, il est essentiel d'avoir une certaine expérience. Lors de cette formation, nous avons appris à repérer les projets prometteurs et les étudier en profondeur afin d'identifier leurs points forts et points faibles. Cela renforce l'esprit entrepreneurial des jeunes porteurs de projets. Nous leur avons même enseigné comment constituer le dossier pour le déposer au niveau de la banque. Le centre propose des journées portes ouvertes consacrées à la sensibilisation et à la formation au profit des universitaires porteurs de projets. En plus de cela, nous assurons leur accompagnement afin qu'ils puissent bénéficier d'un financement et ce, en coordination avec l'ANAD. Pour éviter les déplacements vers les agences de l'ANAD, un bureau a été installé au sein du centre, facilitant ainsi les démarches à de nombreux porteurs de projets. Je suis en période d'évaluation de mon projet. J'ai rempli les 4 dossiers et préparé la présentation que je dois soumettre à la commission. Le business plan, les études techniques et économiques ainsi que l'étude de faisabilité. La durée de remboursement du crédit ne doit pas dépasser les 5 à 10 ans. Nous élaborons ensuite une fiche de notation. Les crédits de moins de 5 ans ont une note et les crédits de moins de 10 ans ont une note aussi. Depuis le début de son activité, le Centre de développement de l'entrepreneuriat a accompagné plus de 70 porteurs de projets, dont 3 projets validés et ont bénéficié d'un financement. Et dans l'actualité internationale au Sahara occidental, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme qui plaident pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui font face à des agressions et des menaces constantes, des intimidations orchestrées par les forces d'occupation marocaines pour museler les voix et les empêcher de dénoncer les graves violations des droits fondamentaux. Plus de détails avec Amina Saïdji. Les journalistes et les militants des droits de l'homme, défenseurs des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, font l'objet d'accusations et d'agressions systématiques par l'occupant marocain. Ces actions visent à museler les voix qui s'élèvent pour dénoncer les graves violations commises à l'encontre du peuple sahraoui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des territoires occupés. Cette répression brutale a récemment ciblé le militant Bahib Hika dans la ville de Laayoune occupée alors qu'il partageait un live sur les réseaux sociaux. Un groupe armé relevant des forces d'occupation marocaines s'est introduit chez moi pour me menacer. Ils ont eu recours à diverses méthodes de pression et de torture dans le but de me faire taire. Ce qui est le plus troublant, c'est que ces pratiques deviennent de plus en plus fréquentes. Les forces d'occupation n'hésitent pas à recourir à la violence. La raison de ces intimidations et ces menaces réside dans mon engagement en faveur de la cause sahraoui et du Front Polisario. Toutes ces pratiques découlent des échecs successifs de l'occupant marocain à étouffer la détermination des militants de la cause sahraoui. Elles s'expliquent également par les défaites répétées subies par le Maroc au niveau international, notamment après l'annulation par la Cour de justice de l'Union européenne de 2 accords commerciaux avec l'Union européenne, suivis de 24 résolutions adoptées par le Comité de décolonisation relevant des Nations Unies qui a confirmé les vérités historiques et juridiques liées à la cause sahraoui. Ces démarches reflètent une tentative désespérée de nier l'identité sahraoui et tout ce qui est en lien avec son patrimoine historique. Cependant, les victoires enregistrées jusque-là témoignent d'une nouvelle ère pour la cause sahraoui. Chaque avancée renforce les fondations d'un avenir libre et juste pour le peuple du Sahara occidental. Et puis au Maroc, où le régime du Merzen, dont la trahison est monnaie courante, sans foi ni loi, le Merzen n'hésite pas à trahir même les causes humaines les plus nobles, à l'exemple de la cause palestinienne. Ce régime n'hésite pas également à investir de l'argent sale pour arriver à ses fins, notamment, rappelez-vous, pour faire accepter l'entité sioniste au sein de l'Union africaine ou encore dans le sport, pour organiser des événements mondiaux dans un royaume qui peine à abriter un événement continental. Riyad Belkhadim. Mais à quel sale jeu joue encore le Merzen? Après avoir trahi ses alliés arabes en 1967 au profit de l'entité sioniste, changeant ainsi l'issue de la guerre des 6 jours, il semblerait que son indigne héritier réitère la même trahison avec ses voisins du continent africain. Il n'est plus un secret pour personne, l'entité génocidaire
tente depuis longtemps de courtiser le continent en ne cachant pas sa convoitise rapace et hégémonique sur les richesses que possèdent les pays africains. Souvenez-vous, cette entité voyou et illégale a tenté d'infiltrer l'Union africaine en tant que membre observateur, rien que le titre est une aberration, mais fort heureusement, grâce à la vigilance des nations comme l'Afrique du Sud, l'Algérie ou d'autres délégations africaines, la tentative d'infiltration sioniste a été déjouée. Après cet incident, s'est développée chez les membres de l'Union africaine une nouvelle prise de conscience sur le rôle néfaste de l'entité apartheid sioniste sur le continent. Ce 36e sommet a marqué un tournant historique dans les relations entre l'entité et l'Afrique, continent longtemps convoité et courtisé par les sionistes. De plus en plus d'États africains n'admettent plus l'arrogance sioniste dans les territoires occupés par elle, illégalement, accompagnée de vagues répressives de plus en plus intenses contre les Palestiniens jusqu'à l'éradication même de la ville de Gaza. Beaucoup d'États africains commencent à réexaminer leur position, ce qui n'est pas le cas de quelques capitales, la plus impliquée d'ailleurs étant incontestablement Rabat. Après des décennies de double jeu scabreux et belliqueux, le Maroc a officialisé ses relations avec les sionistes en décembre 2020. Une reconnaissance en contrepartie d'une reconnaissance de l'occupation du Maroc sur le Sahara occidental, donc un accord entre deux États coloniaux et violents. Dans la foulée, des accords bilatéraux sont signés entre un roi malade et complice par ses trahisons de son peuple appauvri et spolié, et un sanguinaire Benjamin Netanyahou recherché par le tribunal pénal international. L'entité, qui a réussi le pacte avec le diable, a compris que sa prédation de l'Afrique passerait par le Maroc et son cheval de Troie serait le football, chevauché par le sulfureux, lui aussi, ministre du budget et patron de la Fédération royale marocaine de football. Comme son ancien roi, en 1967, la dévotion à cette entité criminelle est dans les gènes de tous les traîtres et Fawzi Lakdja excelle dans cet exercice. L'ex-président du club de Berkane ne recule devant rien pour permettre à son allié devenu maître de conquérir les richesses de l'Afrique. Sa mainmise sur le foot africain par la corruption, par l'argent sale, l'espionnage des personnalités influentes du football africain et parfois des politiques, le chantage et même parfois la violence a su jusqu'à présent rendre cet homme indispensable, voire incontournable sur le continent. En tout cas pour l'instant. Cette alliance contre nature entre les deux entités coloniales néfastes pour les intérêts des nations devrait voir dans les mois à venir un réveil des décideurs africains au niveau du football, comme l'a été celui des dirigeants de l'Union africaine pour barrer la route à une nation qui colonise une terre et un peuple africain qui cherche seulement à se libérer de ses chaînes, le Sahara occidental. Barrer la route également à son allié satanique qui ne doit sa survie que grâce au massacre du seul peuple digne de vivre sur la terre de Palestine, les Palestiniens. Le réveil des Africains est proche, car il n'y a pas de place pour les traîtres, comme l'Arja, sur la terre des justes. Et toujours dans ce royaume, en réduisant le budget de l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption dans la loi de finances 2025, le Merzen prouve une nouvelle fois son emprise sur l'État et son rôle dans la perpétuation de népotisme. Cette décision affaiblit une institution qui, par ses rapports, révèle à maintes reprises des pillages et des détournements de fonds. Yasmine Msaoudi. Lorsque la corruption devient une norme de justice, les piliers de l'État s'effondrent. Des lois sont alors promulguées, humiliant ainsi tous les organismes et organisations de lutte contre la corruption. En réduisant le budget de l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption dans la loi de finances 2025, le Merzen prouve une nouvelle fois son emprise sur l'État et son rôle dans la perpétuation du népotisme. Cette décision affaiblit une institution qui, par ses rapports, révèle à maintes reprises des pillages, des détournements de fonds, des abus de pouvoir et l'effondrement de structures publiques, entretenues par le favoritisme et l'allégeance. Une preuve supplémentaire du dysfonctionnement systémique qui gangrène le régime.
Au lieu de combattre la corruption et les pots de vin et veiller à renforcer le rôle de cette institution, le gouvernement a choisi de réduire son budget. Cela démontre que chaque fois qu'une institution publie un rapport compromettant sur le Makhzen, le pouvoir réagit en lui coupant les ressources ou en demandant le remplacement de ses dirigeants. Autrement dit, ces institutions doivent servir les intérêts du Makhzen sous peine d'être écartées. Ces pratiques révèlent une volonté de contrôle absolu et une domination croissante qui affaiblissent toute tentative de réforme transparente. Créé à l'origine par le Makhzen comme un outil de surveillance, cet organisme est rapidement devenu une source d'ennui pour le régime. Cette institution, censée servir le pouvoir, a exposé au grand jour ce qui se passe dans les coulisses du palais royal, les abus, les secrets et les intérêts cachés. Le Makhzen a réduit son budget, visant ainsi à entraver son action et à limiter son activité. Les analyses et les rapports internationaux et nationaux, ainsi que les nombreuses données que nous avons, révèlent que le Maroc n'a enregistré aucun progrès sur le plan économique et social. Au sein du régime du Makhzen, les lois ne servent qu'à renforcer la corruption et à museler quiconque ose défier le pouvoir de l'argent et de l'abus, au détriment même des institutions constitutionnelles. Tout est permis au sein d'un système où l'impunité et l'abus de pouvoir sont les maîtres mots. Et puis retour chez nous au dossier santé de ce 19h. La Société algérienne du glaucome a tenu aujourd'hui son 13e congrès annuel à Alger sous la présidence du professeur Jalal Aberkel. Des experts nationaux et internationaux ont échangé sur le glaucome infantile et les avancées thérapeutiques dans le but de mieux combattre cette maladie silencieuse et améliorer la prise en charge en Algérie. Couverture, Yanis Saïd Belkacem. Souvent surnommé le tueur silencieux de la vue, le glaucome, une maladie oculaire chronique et progressive, endommage le nerf optique, entraînant une perte irréversible de la vision. C'est un processus de destruction progressive du nerf optique. C'est une maladie qui malheureusement évolue silencieusement, sournoisement, sans que le patient soit conscient de sa maladie. Mais le problème, c'est que cette maladie évolue sans symptômes dans ses premières phases et elle est souvent détectée trop tard. Chez l'enfant, chez le bébé, les symptômes sont assez caractéristiques. Dans les glaucomes congénitaux, ce sont des bébés qui ont de grands yeux, qui ne supportent pas la lumière, ils ont des yeux qui se dilatent et avec des larmoiements importants. Chez l'enfant, il n'a pas de symptômes. Simplement, la tension intraoculaire est élevée, il y a un processus de destruction du nerf optique et on va constater que cet enfant va finir par avoir des troubles visuels. Et c'est là qu'au moment de l'examen visuel, à la recherche d'éventuels problèmes de correction pour des lunettes, on pourra détecter l'existence de ce glaucome. Sans un dépistage précoce, ces populations courent un risque élevé de complications graves. C'est pour ça qu'il faut le dépister très tôt, très précocement, parce que tout ce qui a été détruit au fil des années n'est pas remplaçable. Tout ce qu'on peut faire, c'est stopper l'évolution de la maladie. Mais on ne peut pas régénérer les fibres visuelles qui ont été détruites par la maladie. Le glaucome n'est pas une fatalité, un diagnostic précoce, des consultations régulières et un suivi rigoureux peuvent préserver la vue et éviter des conséquences irréversibles. Le traitement essentiel actuellement, c'est la baisse de la pression de l'œil. Pour baisser cette pression de l'œil, nous avons 3 possibilités thérapeutiques qui sont les traitements par collyre médicaux, les traitements par laser et les traitements chirurgicaux. Ces traitements sont efficaces. Il faut savoir qu'ils permettent de stabiliser la maladie. C'est pourquoi la Société algérienne du glaucome a organisé ce congrès annuel pour la sensibilisation et l'importance du dépistage pour prévenir cette maladie silencieuse, renforçant ainsi les efforts en Algérie pour améliorer sa prise en charge. Et dans le cadre de la semaine culturelle à Naples, en Italie, organisée dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, cet événement unique a convié collégiens et lycéens à plonger dans la richesse de la culture algérienne. Regardez ce compte rendu depuis Naples, il est signé Afaf Belouchet. Ce n'est pas une journée tout à fait ordinaire pour ces collégiens napolitains. Aujourd'hui, la classe dépasse les murs de l'école pour une immersion singulière dans une culture méconnue où l'art se révèle être la première porte d'entrée et c'est la stupeur qui les saisit.
Beaucoup de choses sont vraiment très belles car il y a une longue histoire derrière tout cela. Donc oui, c'est magnifique. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, ce sont ces tableaux de cette jeune fille qui a réalisé sa première exposition à 15 ans. Les professeurs d'art plastique ne sont pas en reste, plongés eux aussi dans cet univers créatif algérien dont les racines s'étendent sur plusieurs millénaires. Ils découvrent une expérience inattendue. Sous la guidance inspirante du grand artiste Bardi, élèves et professeurs sont initiés au pas des géants des arts plastiques algériens, découvrant ainsi une richesse insoupçonnée. Ah oui, découvrir cet artiste Baya a été vraiment très intéressant. De même pour l'artiste qui nous a reçus, Bardi, très intéressant. L'exposition était vraiment très intéressante. C'était très apprécié de voir aussi des artistes différents, des artistes d'une culture complètement différente. Donc oui, vraiment, c'était très intéressant. Ce programme, à l'initiative du consulat général d'Algérie à Naples, ne se limite pas aux collégiens. Des classes de lycéens de la ville ont également été invitées à participer dans une démarche de promotion de la culture et de l'histoire algérienne. Mais l'initiative va au-delà. La projection en italien du documentaire L'Algérie vue du ciel leur a permis de saisir l'immensité, les charmes et la beauté saisissante de notre pays. Une bonne expérience parce que je savais un peu de l'histoire de l'Algérie, mais je ne connaissais pas très bien la culture. Comme italien, je vous vois comme un exemple de résistance et de forteresse. Une émotion partagée par le directeur du lycée qui voit en cette action bien plus qu'une simple initiative pédagogique. Personnellement, j'ai été très touchée par votre histoire glorieuse, ancienne, vos racines qui plongent dans la nuit des temps, une culture qui progresse au-delà de la Méditerranée, comme la nôtre de ce côté-ci. Mais je suis vraiment honorée de connaître l'histoire d'un peuple qui a recherché la liberté. Cette liberté qui a aussi produit tant de sacrifices et qu'il est juste de rappeler aujourd'hui en ce 70e anniversaire. La libertà che ha prodotto anche tanto sacrificio e che è giusto ricordare anche oggi in questo 70° anniversario. Parmi les élèves, 3 d'origine algérienne se distinguent, fiers de présenter le pays de leurs ancêtres à leurs camarades. Je pense que les gens ici sont intéressés par l'Algérie. Moi, quand mes camarades d'école me posent des questions, ça se voit qu'ils sont intéressés. Une initiative remarquable par son originalité et sa richesse qui s'inscrit pleinement au service de la promotion de l'Algérie, de son histoire et de ses valeurs, tout en s'ouvrant au grand public italien jusqu'à dimanche prochain. Et puis vous avez rendez-vous ce soir sur Canal Algérie à partir de 21h avec une émission spéciale Vision consacrée à l'affaire de l'arrestation de Sansal et aussi de cette classe intellectuelle et politique. Une partie de la classe intellectuelle et politique française qui se dit préoccupée quant à l'arrestation de Salsal. L'émission Vision consacrée à ce thème est présentée par Nabila Hossein à partir de 21h sur Canal Algérie. En attendant, rendez-vous également avec l'information et la rédaction anglophone à partir de 23h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de Midi 19h. C'était là le 19h préparé par Nasserine Ben Saïd et Mehdi, réalisé par Mohamed Elias Tayeb. Bonsoir.